Bonjour à toutes et à tous et bienvenue très chers explorateurs et exploratrices pour ce premier épisode d'ECED Inside. Alors l'émission en quoi elle consiste? Évidemment vous faire découvrir les coulisses du e-commerce à travers un thème à chaque émission et évidemment je serai accompagné d'invités qui vous feront partager leur expertise et leur expérience et pour cette première on va découvrir le e-commerce à travers le running. Alors ce sport on va l'évoquer en première partie, l'histoire justement tout autour de la course à pied. Ensuite on parlera de l'évolution de la communication et des canaux de distribution et on terminera justement par l'analyse et voir le futur justement du running. Restez bien jusqu'à la fin puisque notre invité nous parlera d'une petite anecdote et surtout une exclue concernant la marque qu'il représente. Et évidemment, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag ECN Inside et partager si vous aimez bien la vidéo. Il est temps pour moi de vous présenter les invités. À ma gauche, j'ai Alexandre Joanne qui est notamment manager chez Adidas et qui représente les Adidas Runners Europe. C'est bien ça? Tout à fait. Eh bien, bienvenue Alexandre. Merci beaucoup. Alors toi, c'est bon, tu peux coller au thème parfaitement parce que tu fais le e-commerce, ça te parle, le digital en l'occurrence, et en plus, là, passionné de running. Tout à fait. Donc tu vas pouvoir nous aider pendant toute l'émission. C'est toi qui vas nous donner la petite exclue à la fin. Hein. Exactement. Donc, on va bien rester jusqu'à la fin. Écoute, on a fait du bon teasing de ce côté-là. En face de toi, pour pouvoir en parler, Nicolas Chevalier, qui est donc PDG de e-commerce Nation. Bienvenue à toi, Nico. Merci, Dimitri. Ouais, et puis la boucle est bouclée, c'est ce que je disais, on peut en parler un peu off évidemment, c'est que tu es passionné de running pour le coup. C'est ça. Donc là, on n'a que des gars qui courent à fond les ballons toute l'année, c'est ça? C'est ça. Sur le running et connecté en plus, donc pour un premier sujet, c'est parfait pour l'évoquer ensemble. Eh bien écoutez les gars, sans plus attendre, on va attaquer, on va rentrer dans le vif du sujet avec justement l'histoire du running. Alors en quelques chiffres, je vais l'introduire, après vous partagerez votre passion justement, enfin votre position et votre passion par rapport au running. Alors déjà le running, on va parler en français, ce que je disais c'est la course à pied pour le coup. L'avantage de ce sport c'est que c'est un sport gratuit de base hein, en l'occurrence, donc tu peux aller faire ça où tu veux, quand tu veux. Faut savoir qu'en 1979, il y avait moins de 500 coureurs qui étaient réguliers recensés par la Fédération française d'athlétisme. Donc je parle vraiment en termes de comment dire, quand on se met dans un club, il n'y avait vraiment pas grand monde. Donc on part de très loin et on revient aujourd'hui en France, on recense à peu près plus de 13 millions de Français qui courent au moins une fois par semaine, donc 2 fois plus que dans les années 2000. Et la parité homme-femme, 50%, 50%. Voilà, on a introduit un peu les chiffres et c'est surtout que ça devient, là on a parlé de la France, mais ça devient planétaire en fait, c'est bien ça. C'est ça, je pense que c'est une tendance. Aujourd'hui, on cherche à être un peu plus en contact avec notre bien-être, avec la nature. On prend le temps de courir et de se retrouver. Et c'est quelque chose, au final, pour des entrepreneurs ou dans une vie ultra active, on cherche un peu cet équilibre avec le sport. Et généralement, moi je viens de sport collectif, du foot, et c'est pas simple de trouver 10 autres personnes pour jouer, ou voire 21 autres personnes pour jouer. Donc au final, prendre ses baskets, c'est la solution de facilité pour aller courir et puis s'aérer l'esprit. Tu partages ça, Alexandre? Tout à fait. Et puis tu mentionnes le chiffre de une fois par semaine, mais pour moi, les gens qui courent, même si c'est une fois par mois, une fois tous les 2 mois, c'est des runners, ce sont des gens qui pratiquent la course à pied. Oui, c'est pas obligatoire de dire qu'on est runner parce que c'est une fois. Oui, non, mais du coup, je pense que le chiffre de 13 millions, on peut encore le doubler, parce que toutes les personnes qui courent une fois par mois en France, qui courent de temps en temps, on peut les qualifier de runners, et du coup, c'est quasiment un tiers, la moitié de la population. C'est facile, on peut y aller quand on veut, avant d'aller au boulot, après le boulot. On y va en entreprise, avec des collègues, avec des amis, donc ça devient une activité sociale aussi et collective et pas uniquement individuelle. C'est ultra fédérateur. Je pense qu'au départ, on voyait la course à pied comme une discipline très athlétique, mais comme tu l'as dit, maintenant c'est quelque chose de social. C'est comme on appelle le plugging, ramasser les déchets sur la plage ou dans la rue. C'est de rencontrer des gens, réseauter, que ce soit pour le business. Moi, j'ai rencontré énormément de personnes comme ça. J'ai même recruté des collaborateurs, Mélodie avec qui je courais au sein des Camp Runners. Donc on voit que le running, c'est une manière de connecter avec énormément de personnes et puis de partager une passion qui est ultra simple, qui est ultra abordable, mais qui permet de se retrouver parce que c'est aussi l'occasion un peu de méditer. T'arrêtes de penser, tu prends tes baskets, tu vas courir le midi, tu réfléchis plus, ça coupe ta journée en deux. Et donc, je pense pour cette facilité-là où aujourd'hui, on a plus besoin que jamais parce qu'on est ultra connecté et ça fait plaisir de se retrouver avec soi ou avec d'autres passionnés. Bon, on le verra d'ailleurs en parlant de connexion, sans faire de jeu de mots, on reste quand même connecté aussi avec, quand on est runner maintenant de plus en plus. Mais ça, on le verra justement un peu plus tard dans l'émission. Tu as commencé à courir quand et à t'intéresser vraiment au running quand, toi, Alexandre? Déjà, tu as quel âge?
Moi j'ai 29 ans. Et t'as commencé quand alors? J'ai commencé il y a une dizaine d'années, je pense, quand j'étais en école de commerce. Oui, donc c'est pas non plus très très jeune pour le coup. Non, c'est pas très très jeune. J'étais pas en club d'athlétisme au début, donc Voilà, j'ai c'est commencé ça. en école de commerce quand, comme tu disais, en fait, on a plein de choses qui se passent dans notre vie. On a envie de décompresser un peu, on a envie de courir pour le plaisir. On va à droite à gauche, on court une fois par semaine et progressivement, année après année, on se dit c'est sympa, je vais y aller un petit peu plus, je vais rejoindre des groupes de runners. Donc c'est vraiment progressif et on arrive au final à courir tous les jours, à avoir plusieurs vie aussi. On peut commencer par juste être occasionnel et après devenir compétiteur, participer à des courses. Je pense qu'il y a une pyramide aussi d'implication dans le running que chacun a différent. Bah, garde la main là-dessus justement parce qu'on a évoqué Adidas, hein, donc tu travailles chez Adidas, tu as notamment, c'est ce que je disais, tu t'occupes, tu es responsable des Adidas Runners Europe. Alors déjà parle-en un petit peu, qu'est-ce que c'est que ça, comment tu l'as mis en place et comment tu es arrivé chez Adidas justement? Ouais, sur le sujet, le contexte un peu plus global, je pense qu'on peut revenir un peu en arrière des grandes époques du running. Non mais vas-y, je t'en peut prie. commencer par, effectivement, tu parlais de l'époque où il y avait que 500 licenciés. Oui, c'est en ce que France. j'ai vu ça, Je pense que c'est à ce moment-là où c'est vraiment individuel. Les gens courent pour eux-mêmes, pour la compétition. Je veux faire de l'athlé, je veux faire du 400 mètres, du 800 mètres ou des distances un petit peu plus longues. Ensuite, on a eu la période années 90 où ça se démocratise, mais ça reste quand même dans un microcosme de personnes qui sont très sportives et on n'est pas sur la totalité de la population et c'est très individuel. Et ensuite, on passe aux années 2010 où en fait toutes les marques ont lancé des communautés, toutes les entités différentes, des assos, des groupes de runners ont lancé des groupes en particulier. Et là, c'est vraiment l'explosion où les gens se sont retrouvés en mode ah génial, en fait je cours pas tout seul, j'ai cette motivation d'aller le mardi soir à 20h courir avec telle personne. Et à partir de 2010, c'est là où tous les groupes de running ont commencé. Et j'avais vu un chiffre passer il y a pas longtemps, je crois que c'était 20 ou 25% des runners en France font partie d'un groupe de running. Alors je sais pas si tu Alors moi j'avais 20% environ. Alors, c'est ça. C'est ce que j'avais vu aussi. Fait partie de la communauté, en fait, fait partie d'une communauté. Voilà. Et peu importe si c'est une communauté ou plusieurs. Et à partir de ce moment-là, on a toutes les marques qui se sont lancées et démocratisées. Dont Adidas. On a commencé par un programme qui s'appelait Boost Paris et Boost Berlin en 2014, où l'idée c'était de mettre le running dans les communautés et dans les rues et dans les quartiers. Donc on a créé des quartiers dans chaque ville. Évidemment, les quartiers existaient déjà, mais on les a fédérés autour de running. Ils s'affrontaient entre eux avec des points. Il fallait courir le plus vite possible, ramener le plus de personnes possible dans leur quartier. Donc c'était 2 villes au début et aujourd'hui on a 22 villes en Europe, on a 70 villes dans le monde entier. On a des milliers de runners et on est une des plus grosses communautés de running au monde. Bon, c'est là où on disait que c'est pas qu'en France évidemment. Ça vient des États-Unis, je crois, je sais pas l'histoire exacte. J'avais lu vraiment ce côté runner. Alors après, ça vient un peu de partout, tout le monde peut courir, mais je veux dire, ça vient souvent des États-Unis. Non, mais je pense que tu as cette grosse tendance aux États-Unis où ils l'ont plus approché comme un lifestyle, de se dire. Avant nous, quoi. Avant nous, il y a des grandes étendues, il y a beaucoup de trailers, des trailers qui sont iconiques aux États-Unis. Et donc, ça va avec un style de vie, de reconnecter aussi un peu avec la nature, cet aspect de trail, avec l'alimentation, avec le bien-être. Je pense qu'avant, et moi ça va aussi dans ma pratique du running, je voyais la course à pied comme quelque chose pour t'entraîner, tu vois, tu vas courir pour faire du foot, tu vas courir, c'est pas une finalité. Oui, c'était pas la compétition en elle-même de celle-ci. C'est ça. Et en fait, la société a perçu l'impact de la course à pied sur notre développement personnel finalement, parce que quand on commence à courir, c'est une philosophie derrière, c'est de pousser ses limites, c'est de définir des objectifs, de définir une rigueur aussi pour atteindre ces objectifs-là. Et généralement, quand on commence à courir, ça impacte aussi beaucoup d'autres domaines de notre vie, que ce soit l'alimentation, comme on en parlait, le travail, le bien-être, le travail. Et du coup, c'est un levier qui va vraiment définir un peu sa vision. Et c'est là où il y a beaucoup de documentaires aux États-Unis. C'est quoi, Born Forth. On dit même voilà, pour l'aspect écologique, Adidas aussi œuvre dans ce sens-là, de dire courir, c'est aussi une forme d'expression. Et je pense que c'est ça qui est arrivé des États-Unis sur les dernières décennies, c'est de se dire courir, c'est pas juste souffrir, c'est pas juste un effort, c'est une manière de vivre et de vivre son quotidien. Bon, vas-y, Alex. Non, j'avais complété, j'aime bien cette expression de vivre et c'est aussi transformer sa vie. On voit beaucoup de gens qui transforment leur vie, qui ont soit des maladies, soit qui étaient des personnes lambda qui n'avaient pas forcément leur équilibre parfait dans la vie et via le running, ils retrouvent vraiment une expression très positive, un enthousiasme dans la vie et c'est ça qui est génial de voir qu'on peut arriver à transformer des vies juste
en alignant un pas après l'autre. Bah, il y a On des parle messages de milestone habit, si tu veux, c'est une Exactement. habitude qui est vraiment clé. Et généralement, si tu veux évoluer dans ta vie, tu peux pas tout faire. Tu peux pas dire je vais bien manger, je vais courir, je vais travailler comme un fou. Donc tu commences par une chose. Et généralement, quand tu commences par le sport t'enseigne énormément de choses, que ce soit la rigueur, la discipline, mais aussi définir des objectifs et puis l'ambition. Le respect aussi envers les autres. Le respect, la confiance en soi, de se dire ah ouais je suis capable de faire ça, et donc d'avoir ce processus d'escalade et de se dire je peux changer aussi de domaine de ma vie. Il y a beaucoup de médecins d'ailleurs qui préconisaient, qui sont tournés vers le sport, qui auraient préféré mettre des séances plutôt de faire une ordonnance pour du sport plutôt que donner des antidépresseurs par exemple. Bon, évidemment que vous êtes convaincu sur ce genre de choses, Ça marche bien. mais pour le coup ça marche très bien. Ouais. Enfin, je veux dire, on le sait quand on commence à pratiquer. Je voulais revenir sur un autre chiffre que je voulais vous donner. 4,8 millions de Français ont participé à une course. Alors c'est en 2015, j'ai les chiffres de 2015 puisque le temps de les avoir c'est toujours un peu compliqué parfois. On les a peut-être ceux de 2016 ou autre, mais voilà. Pratiquement 5 millions de Français ont participé à une course, mais organisée je parle. Je parle pas d'une course de courir chez soi, c'est énorme, avec plus de 7500 courses organisées dans l'Hexagone, et parmi eux, 2 millions participent à plus d'une course par an. Donc en gros, 5 millions en 2015 avaient participé à une course organisée. C'est fou, c'est sur 65 millions, 70 millions qu'on est maintenant. En enlevant les bébés, les Oui, en personnes enlevant âgées. tous ceux qui ne peuvent pas. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce chiffre, donc je disais parité 50-50, voilà, on parlait d'histoire et tout ça, autant de femmes que d'hommes. Et je regardais au niveau des catégories, alors évidemment si on fait les moins de 50 et plus de 50, il y a énormément de moins de 50, mais si on faisait par tranche de dizaines, c'est quasiment équivalent. Voilà, de 20 à 30, c'est pareil que de 30 à 40, c'est quasiment les mêmes pourcentages. Donc ça veut dire que ça touche tout le monde. C'est génial. Bon parfait. Bon, nous on représente plutôt la trentaine là pour le coup. Ouais. Mais j'espère que vous courrez encore à 50 ans les gars. On espère. Mais après, dans ces chiffres-là, il y a aussi la base, ça commence comme ça, c'est équilibré, c'est dans toutes les tranches générationnelles. Et c'est mixte, mais on a aussi ce problème de mixité. Quand on regarde les chiffres, on voit que les filles, quand elles sont jeunes, elles commencent à faire beaucoup de sport et effectivement, on est à 50-50. Mais en fait, au fur et à mesure que leur carrière avance, on voit qu'elles drop out très très vite du sport et on essaye justement de se battre contre ça. Alors pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu appelles le drop-out, Alex ? C'est-à-dire de commencer à courir une fois par semaine quand on a 20 ans, 25 ans, à partir de 30 ans, 35 ans, quand on commence à avoir une carrière très chargée, quand on commence à avoir une vie familiale. En fait, les hommes continuent leur pratique sportive, c'est ce qu'on voit dans les études, et les femmes ont une pratique sportive qui régresse. Donc ça, on essaye de se battre un petit peu contre ça. Et aussi dans le côté compétition, les femmes sont beaucoup moins représentées. On était beaucoup allés au Marathon de Valence il y a 2 semaines récemment. Marathon de Valence, c'est 25 000 personnes. C'est un des marathons les plus rapides d'Europe et un des plus populaires. Et il n'y a que 19% de femmes dans les inscrites. Voilà, donc là, on a donc pas 19%, on est loin des 50%. Et pourtant, c'est un marathon qui est très accueillant, très agréable. Mais on est loin encore de la barre des 50%. Marathon de Paris, je crois qu'on est autour de... Alors, je ne vais pas dire de bêtises, 25, je l'ai pas, moi, pour on le est coup. légèrement au-dessus de Marathon de Valence quand même, mais on n'est pas à 50%. Mais tu l'as expliqué, c'est sociologique là pour le coup. Enfin, je veux dire, Oui, c'est les femmes qui... on va pas rentrer dans le débat. Je pense que ça peut changer en fait. Ouais, non, mais évidemment, on l'a bien compris, ouais. mais c'était évidemment sociologique pour le coup avec la famille et tout ça. Et messieurs, c'est à vous maintenant de s'occuper plus des enfants et vous laissez madame courir. Vous avez compris le message en gros qu'il faut faire passer pour le coup. Je voulais enchaîner un peu sur la communication. Alors au niveau du running, forcément, on est en 2019, c'est plus du tout la même chose. On a parlé tout à l'heure qu'environ 20-25% appartenaient maintenant à une communauté. Donc la communauté, on en parle via les réseaux sociaux, via Internet. Donc voilà, parlez-en un petit peu les gars. Surtout, je voulais venir aux réseaux sociaux et Instagram par exemple. Le hashtag running et le hashtag run représentent respectivement plus de 50 millions et 40 millions de publications Instagram. Voilà, donc vous êtes connectés. Parlez-en un petit peu justement, comment ça vous est venu d'arriver sur Instagram et de parler de running, quoi, en gros. Je pense que déjà c'est un phénomène sociétal, comme on l'a évoqué, ça a évolué. Donc le running c'est devenu un sport collectif en fait, via les réseaux sociaux. Au départ, tu prends tes baskets, tu vas courir par toi-même, tu fais ton run, tu prépares ton objectif. Si tu as un club, très bien, ok, tu es dans ce club-là. Mais au final, aujourd'hui, tu peux courir et ne pas être dans un club, mais faire partie d'un groupe. Oui. Et au final, c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui ont cette pratique très, très solitaire, mais au final qui est très collective grâce aux réseaux sociaux. Et donc, je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de se dire,
j'ai une expérience et les gens ils vont la comprendre même s'ils courent pas avec moi. Pourquoi ? Parce que on endure la même chose. Si tu fais le marathon de Valence et que je le fais, bah ok, on a vécu un petit peu la même chose et on a donc cet esprit d'appartenance. Et puis on voit aussi tout ce qui est quantified yourself, quoi, où tu peux mesurer un peu tes efforts. Si tu te connectes sur Runtastic, sur Strava, tu vois tes performances et tu peux suivre tes potes. Tu peux dire ah ben un tel il a performé de telle manière. Et puis aussi, ça nous challenge. On se dit, en fait, je peux progresser. Je vois qu'un tel s'entraîne de telle manière ou autre. Donc, on est passé d'une expérience qui est très solitaire, où on prend ses baskets et on va courir et on fait sa prépa, à quelque chose où on est connecté avec tout le monde et on a l'impression de faire partie d'une communauté. Et même si la communauté n'existe pas, si c'est pas les Adidas Runners ou un club, si tu cours dans ta ville, tu vas sur le hashtag de ta ville et tu peux voir les autres runners. Oui, ça peut et te tu donner peux voir les meilleurs spots où aller courir, tu peux découvrir ta ville comme ça. Et je pense que toi, Alex, tu fais un peu comme moi, c'est quand tu voyages, tu prends tes baskets et tu vas découvrir les coins et la ville de cette manière-là. Et donc, cette expérience d'avoir les réseaux sociaux, ça a juste changé la course à pied en running. Et c'est pour ça qu'on utilise running, parce que au final, ça nous permet de connecter avec les gens de partout dans le monde. Quand tu voyages ou quand tu es dans ta ville, tu vois ce que les autres runners font et tu peux échanger avec eux. Bon, ça, c'est la partie se retrouver. Et je voulais aussi, quand je parlais de communication, je parlais aussi, alors c'est vrai, de l'autre domaine, évidemment, c'est aussi pour les marques de communiquer. C'est là où je voulais en venir aussi avec pas que Adidas, mais bon, là, tu représentes Adidas. Ouais. Pour communiquer, c'est un formidable outil. On évolue. Avant, on communiquait comment ? Par la télé, pour vendre des chaussures, qu'on soit clair. Maintenant, on peut se servir de ça, d'Instagram. Exactement. Des ambassadeurs. On se sert d'Instagram, mais au final, la communication top-down, c'est dans le sport ou dans tous les autres domaines, on voit que ça perd de la vitesse, ça perd de la puissance. Donc on essaye surtout de faire vivre des expériences incroyables et de changer la vie des gens à travers le running, puisqu'on sait qu'au final, Adidas, on peut avoir 1, 2, 3 millions d'abonnés sur nos comptes, mais si on fait la somme de tous les abonnés de nos runners, aujourd'hui on est à 150 000 inscrits dans notre communauté Adidas Runners en Europe. 150 000 personnes, il y a des influenceurs, il y a des blogueurs, il y a des gens normaux, on est peut-être à 50, 100 millions d'abonnés au total. Et du coup, là, le reach est tellement démentiel qu'en fait, il vaut mieux faire vivre une expérience incroyable à ces runners-là qui vont retransmettre l'esprit de la marque sur leur réseau. Et la crédibilité est encore là parce que c'est les runners qui disent que l'expérience est bien, qu'ils ont vécu un entraînement incroyable avec Adidas Runners. Et du coup, leurs amis vont le prendre beaucoup mieux que s'ils voient une publication ou une publicité d'Adidas Running. Effectivement, c'est pas pas le même impact. Ça n'a pas le même impact, même si on dit des choses qui sont vraies. Quand c'est une marque qui parle, c'est toujours moins. Adidas a été un pionnier là-dessus, quoi. Moi, je trouve ça vraiment intéressant quand on regarde un petit peu le monde des marques en général et du e-commerce. C'est qu'au final, il n'y a pas un rapport commercial, il y a un rapport communautaire. Tout à fait. Et de se placer du point de vue des individus en se disant écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous fournir ? Ok, de réseauter avec d'autres passionnés, avec des gens qui partagent vos valeurs et les valeurs de la marque. C'est génial. Et donc, il y a beaucoup à apprendre de cet aspect de communauté des running, de course à pied, à appliquer sur d'autres domaines. Parce qu'encore aujourd'hui, on voit beaucoup de marques qui se disent ok, je vais essayer de faire des opérations avec des influenceurs, des blogueurs, je vais mettre beaucoup d'argent et après, ça s'arrête là. Non, mais en fait, c'est des relations humaines. Donc, il y a de la confiance à bâtir, il y a un échange, il y a de la valeur aussi à apporter sur les différentes campagnes ou autres. Et ce qu'a fait Adidas, c'est pas seulement de faire des opérations de com', c'est de s'incorporer, de tisser des liens ultra forts avec des membres de la communauté et même des athlètes. Tu pourras nous dire davantage là-dessus. Hein. Ouais, après, c'est voir ce que c'est la mission de la marque. Nous, la mission de la marque, c'est pas juste d'imposer notre business et dire on vend des chaussures, venez avec nous, on vous vend des chaussures. C'est vraiment de faire vivre des choses qui sont positives et de transformer la vie des gens de manière, évidemment, vers quelque chose de beaucoup plus positif et d'inspirationnel. Et justement, par exemple, sur Instagram, avant, on avait un compte dédié pour chaque ville. Donc, ça fait énormément de comptes à gérer sur Instagram partout. Et on s'est dit, en fait, là, on recentre trop sur ce qu'on fait sur notre marque. Nous, on veut encore recentrer sur les individus, sur nos runners, sur les membres, qu'ils soient blogueurs ou juste débutants. Et en fait, on va recentrer toute notre communication sur le hashtag, donc Adidas Runners Paris, Adidas Runners Milan, etc., dans toutes les villes du monde. Et dans toutes les sessions qu'on fait, on a souvent des photographes, des gens qui viennent prendre des photos individuelles, des personnes qui vont faire une session d'entraînement, et parce qu'on veut leur donner, le contenu pour qu'ils le partagent de leur côté. Et on ne veut pas l'avoir, nous, le contenu. Le contenu, il est pour eux. On veut retransmettre cette expérience qui a été
génial pour eux et on n'a pas envie de se l'approprier. C'est eux qui ont couru, c'est eux qui ont le mérite. Et s'ils sont contents à la fin de la session et qu'ils peuvent le partager sur les réseaux sociaux, on a coché toutes les cases. Mais quelqu'un qui veut par exemple là, rentrer dans le cercle des Adidas Runner, Ouais. comment ça se passe? On contacte qui? C'est payant? Comment ça se passe? C'est gratuit. Non, mais c'est ça que je voulais faire partager aussi, parce que c'est pas gratuit. C'est ouvert dans 22 villes en Europe et dans quasiment 70 dans le monde. Donc quand on est dans une des villes, en fait, on peut aller sur adidas.com/adidasrunners ou alors sur l'application Adidas Running, anciennement Runtastic, et on sélectionne Qui sa compte ville. 130 millions d'utilisateurs dans le monde. Hein. Ouais, c'est c'est fou. costaud. Et du coup, on s'enregistre. Voilà, j'habite Paris. On lit la petite intro qui dit qu'est-ce que c'est Adidas Running, Adidas Runners en tant que communauté. On n'est pas juste un crew de running, on est là pour partager des valeurs, des expériences. Et ensuite, on arrive par exemple sur l'application, on va voir la liste de tous les captains qui sont à Paris. Les prochaines sessions, on peut C'est ça que je s'inscrire. voulais venir, voilà. Ils On savent arrive quand sur est-ce que tu peux l'application. courir, tu t'inscris. Exactement, tu t'inscris, tu dis je participe et on a aussi un système de tracking, donc c'est-à-dire que si tu viens au run, que tu as cliqué sur participer et que tu cours et que tu enregistres ton run avec ta montre ou avec l'application Adidas Running, en fait ça va te compter plus un point Adidas Runner que tu vas pouvoir convertir après dans d'autres choses, donc tu peux devenir membre bronze, silver, gold, etc. Ah, excellent, Tu vas super. pouvoir gagner des dossards pour le marathon de Boston, le marathon de Berlin, gagner des réductions, etc. Donc tout est intégré et plus tu cours, plus tu vas avoir une expérience qui est incroyable et tu ne peux pas t'acheter en fait. C'est ce mot-là que tu dis, en fait, ce qui est clé, c'est que maintenant c'est devenu une expérience de courir. C'est pas juste un sport, c'est parce que tu connectes avec d'autres personnes et ce qu'Adidas a fait, c'est ce principe de gamification, c'est d'apporter du jeu au sein de la communauté. Mais en gros, moi je trouve ça hallucinant parce que on replonge 20 ans en arrière, tu dis à une marque, en gros, vous allez recruter un responsable Europe pour gérer toutes les communautés partout en Europe. Et derrière, vous allez développer une application qui va permettre aux gens, les potentiels clients ou aux passionnés, de s'éclater en courant haute. La marque nous a dit non mais je vais pas mettre un budget pour ça, en fait je vais pas faire que les gens s'éclatent mais qu'ils achètent pas. Mais oui, c'est ça, là, pour le coup. Les gens ils sont vraiment dans une logique aujourd'hui de long terme, de construire des relations et encore une fois d'apporter une expérience. Et toutes les marques qui le font, qui se disent ok je vais apporter de la valeur ajoutée à une communauté, peu importe s'ils achètent. Parce que ce qui est intéressant c'est que il y a un Adidas Runner, peut-être il va jamais acheter Adidas, mais au moins il va dire mais c'est génial, je trouve que la marque, les valeurs et les opérations qu'elle met en place, ça dépasse le simple fait commercial et aujourd'hui c'est ce qu'on parle davantage, on attend que les marques elles aient un rôle sociétal, écologique et pas seulement de vendre des produits pour encaisser de l'argent, donc ça passe par une meilleure expérience et une proximité avec les communautés. Mais au final le funnel il est naturel, forcément 100% des gens ne vont pas acheter nos chaussures et c'est pas grave, c'est pas ce qu'on veut, mais on sait que sur les milliers de personnes qu'on a, on leur donne tout ce qu'on a dans le cœur et on sait qu'on leur donne une expérience qui est positive. C'est et win-win en gros. Ça win-win et logiquement s'ils restent plusieurs mois, plusieurs années avec nous, logiquement ils vont avoir besoin de renouveler leur gamme de chaussures, d'habillement. S'ils viennent chez nous parce qu'ils ont apprécié l'expérience, tant mieux. S'ils viennent pas chez nous, c'est peut-être qu'on a fait une erreur sur le chemin, mais a priori on essaye de faire le chemin de manière assez propre et réussie, donc ça marche. C'est une bonne transition puisque justement je voulais parler des canaux de distribution. Évidemment que c'est un business quand même, quoi qu'il en soit, même si je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous dites, mais il y a un business là-dessus parce que en chiffres, c'est l'un des sports les plus rentables en France maintenant. Il faut savoir que 35% prennent désormais part à des courses officielles, ça je l'ai dit, par rapport aux ceux qui courent, mais surtout en chiffres, il faut savoir que le marché des chaussures, du textile et des accessoires pèse 850 millions d'euros, donc 2 fois plus que le foot, pour vous donner une idée, ceux qui nous regardent. Et dans ce chiffre-là, c'est 500 millions qui est dédié aux chaussures, pour le coup. Donc, évidemment qu'il y a un marché énorme. Ça pour le coup, on peut pas le nier. Mais c'est ce que je vous disais en chiffres. Mais ça passe par, d'abord, c'est ce que tu disais, évidemment, fédérer, montrer que c'est quelque chose qui est bien, le bien-être déjà de base. Et après, pour le coup, oui, il faut bien acheter des accessoires au bout d'un moment, quoi. Mais ça coûte de plus en plus cher d'ailleurs de s'inscrire même sur les marathons. Ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais donc les canaux de distribution, on vend sur Internet, on achète en boutique. Comment ça se passe, vous les gars? Alors, je sais pas Ça, pour c'est une toi, question que je me pose, vraiment. Je t'en prie. Moi, Tu les essayes et tu pars en courant. Non, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'une chaussure de running, maintenant, c'est ultra technique. Par rapport aux matières, par rapport au confort. Ça a évolué, ça. Si tu as des ampoules ou autres, ou que la semelle elle est pas bien équilibrée par rapport à ton pied, si
c'est supinateur, pronateur, bref, tu as beaucoup de particularités sur une chaussure. Donc, de commander un nouveau modèle sur internet, à moins qu'il y ait une super offre et tu te dis bon je la commande et au pire je la expédie, c'est assez complexe. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup de runners, ils préfèrent quand même essayer la chaussure en magasin, quitte à l'acheter après. Quitte à l'acheter après sur internet, en ligne. Et du coup, moi naturellement je vais racheter un modèle que je connais déjà. Comme ça t'as pas de surprise. Soit c'est une évolution du modèle, si tu prends déjà une Boost, une Solar, au final voilà, c'est juste une mise à jour et tu sais que la taille, ça va rester le même type de taille, mais si tu changes de marque, là tu peux avoir des surprises ou autre. Donc après l'expérience en ligne elle est ultra intéressante pour plusieurs logiques par rapport au textile. Textile tu as moins de risques, donc voilà, si tu achètes un t-shirt, un short, tu connais ta taille, il y a très peu de surprises. Et puis avec des logiques, maintenant tu as de la vente privée avec des acteurs comme Private Sport Shop, vente privée, où là tu vas avoir des offres qui sont ultra intéressantes et peut-être saisonnières aussi. Donc au final je trouve que c'est aussi la continuité avec ce qu'on parlait de l'aspect communautaire, c'est de se dire tu vois un influenceur ou tu as un pote qui court, il s'est acheté telle ou telle matière, il te fait un petit retour, ou tu as un blogueur ou une blogueuse qui te parle de tel produit, et c'est simple de faire en quelques clics, d'arriver vers le site et puis de faire ton achat. Donc je pense que le running couvre bien cette logique-là d'écosystème avec plusieurs points de contact. On parle généralement de cet aspect un peu omnicanal entre les magasins physiques et les sites e-commerce. Et aujourd'hui, quand tu achètes du running, tu ne fais pas juste du site internet. Tu fais des réseaux sociaux, du site internet, du magasin, et en fait, tu as un processus de décision qui est vraiment, qui englobe tous ces points de contact. Toi, Alexandre, tu vois une évolution pas dans les achats quand même? Est-ce que ça vend de plus en plus en ligne? Alors, le textile, oui, ça, je me doute. Ouais. Ça paraît logique, on le dit quand on connaît sa taille, et voilà. Mais au niveau des chaussures, le marché des chaussures. Ouais, on en revient toujours à ce mot de omnicanal. Je pense qu'il est parfait, mais il est surtout, en fait, le secteur il est omnicanal pas parce que les marques l'ont décidé, c'est parce que les consommateurs l'ont décidé. Effectivement, on est sur un produit très spécifique. On a envie de sentir comment on est dans la chaussure, si on est confortable, si on a envie de courir avec. Effectivement, on change souvent de modèle. Donc il est omnicanal et effectivement, on est convaincu par plein d'expériences, que ce soit la publicité, quand on va en magasin, les conseils d'un coach, etc. Et effectivement, les gens vont plus racheter quand ils connaissent déjà leur paire ou quand c'est du textile. Mais on essaye de faciliter cette omnicanalité, par exemple. Aller courir dans un magasin sur un tapis, c'est pas la meilleure expérience. Non, ça, Donc nous, ce qu'on propose dans toutes les villes Adidas Runners, c'est qu'en fait, généralement, une fois par mois, bon, ça change, c'est flexible. Une fois par mois, on arrive avec un gros camion et on fait tester plein de chaussures différentes. Donc une chaussure pour les personnes qui sont plutôt débutantes, personnes très rapides. Ils peuvent arriver en début de run. Ah ouais, il y a cette chaussure qui vient de sortir. Je sais pas trop si je suis bien avec. J'ai envie de tester un 10 km avec la communauté Adidas Runners. Là, hop, on te donne la paire. Tu mets ta paire actuelle dans le camion, fais ton 10 km avec la communauté, reviens. Tu nous dis ce que tu en penses, tu n'as rien besoin d'acheter. Et par contre, par exemple, si tu veux l'acheter, on a un petit iPad, tu commandes ta paire que tu veux et la semaine d'après, en fait, ta paire arrive directement au run Adidas Runners avec un petit t-shirt cadeau, etc. Donc on a une expérience assez sympa où tu n'as même pas besoin de passer en magasin, tu n'as même pas besoin de revenir chez toi pour acheter le produit. Et tu as un petit cadeau, tu as une petite box où tu as des stickers qui arrivent directement. Et tu arrives le mardi d'après, tu as la boîte qui est là. C'est un pop-up store mobile, quoi. En fait, c'est un magasin qui se met sur place et Adidas le fait très bien parce que vous avez aussi un flagship store où là, c'est carrément un magasin où il va y avoir des concerts, des DJ qui interviennent. Où on se dit, en fait, un magasin, ça doit plus rester un magasin. C'est pas pour exposer des produits, c'est pour avoir une expérience. On en avait parlé même en off, clairement. Maintenant, on voit dans des boutiques des DJ qui mettent de la musique, etc. Bon, on peut citer d'autres marques. Moi, je suis passé chez Nike aux Champs-Élysées une fois et je suis rentré là-dedans. J'ai dit là, je suis en soirée, là, on est parti. Non, mais c'est vrai, c'est une autre approche en fait. Petit terrain de basket. Oui, c'est notre approche. Ça donne envie de consommer, évidemment, et c'est plus, on n'est plus peut-être dans pas la peur d'acheter, quoi. On est dans son côté, on sait pas trop. Là, il y a de l'ambiance, on sent qu'on est avec des gens qui s'y connaissent, etc. Mais ça, ce côté accompagner, faire tester les chaussures, c'est génial comme concept. Ça. Et surtout faire tester au-delà de courir 5 mètres sur un tapis. J'allais dire, ça donne rien, ça. Exactement. Enfin, pas de rien, mais ça donne pas la sensation. Il y a encore un enjeu qui est majeur sur le running, c'est que comprendre comment bien courir, c'est pas à la portée de tout le monde. Et du coup, cette notion de conseil est essentielle. Tu le disais, il y a de plus en plus de coureurs en France et dans le monde. Il y a du coaching avec ça, justement, c'est là où tu voulais en venir? Ouais, en fait, il y a un manque de coaching. Parce que tout le monde peut courir.
Tu dis, en fait, t'as pas besoin de chaussures, tu peux courir. Oui, c'est comme quelqu'un qui va à la salle de sport, tout le monde peut pousser de la fonte. C'est ça. Mais après, savoir le faire, il te faut une technique particulière. Il y a beaucoup de blessures là-dessus. Des inscriptions aux courses, il n'y a pas forcément de cadrage aussi. Donc, chacun est responsable de sa pratique. Et vu que tu peux acheter une chaussure et tu peux aller courir, t'as pas de mise en garde. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser là-dessus, au sens où les magasins de sport, c'est pas juste de te vendre des produits. C'est t'expliquer si ta foulée elle est bien, comment elle est positionnée, quelle est ta pratique sportive, est-ce que tu fais des marathons, des trails, des ultra-trails ou autres, ou est-ce que tu cours 5 km la semaine. C'est totalement différent. Après, tu as différents produits, tu as différentes chaussures, mais je pense qu'il y a beaucoup de coureurs, parfois ils font l'amalgame, ils se disent c'est la chaussure qui va me permettre de bien courir. C'est ce qu'on peut se dire, comme quelqu'un qui achète une raquette de tennis, ça va frapper tout seul. Mais c'est un J'ai piège. mis 500 € là-dedans, ça va frapper tout seul. C'est un piège. Après, c'est peut-être aussi avec les logiques de pricing du marché. Tu me parlais, les prix ils ont augmenté. Maintenant, tu t'achètes une paire de chaussures, c'est 150 € pour la paire de chaussures. C'est ce que je disais, 71% des Français, excuse-moi Nico, avouent mettre entre 50 et 125 € dans une paire de chaussures. Alors, les prix vont. La moyenne maintenant, c'est plus 100 €. Mais quand même, c'est un budget. Voilà, c'est un budget. Il faut être bien conseillé. Mais moi, longtemps, quand tu commences le running, on te dit, il faut que ça soit confortable. Donc, tu prends des trucs ultra matelassés, mais sauf que tu as une mauvaise foulée et tu attaques avec le talon. Et donc, du coup, sur le running, tu peux pas être sur une logique juste de vendre des produits, de pousser des produits. Il faut vraiment avoir de la personnalisation. Même quand tu suis des blogueurs, et les blogueurs disent telle chaussure, elle est bien, mais parce qu'il a une foulée qui est plus aérienne, il va à tel rythme de vitesse, il a tel entraînement. Voilà, je pense que il faut avoir cette logique-là. Et ça me fait penser à un autre business. J'avais vu une conférence là-dessus. Le conférencier, il expliquait que les libraires, ils se plantaient de modèle économique. C'est-à-dire que tu peux pas rivaliser aujourd'hui avec Amazon pour vendre des bouquins. C'est très compliqué. Alors en fait, le bouquin, tu sais ce que tu veux, tu l'achètes sur Internet. Okay. Mais pourquoi tu vas chez un bouquiniste? Pour l'expérience. Parce que le mec, il te donne du conseil. Parce que tu as plein de livres anciens. Parce que tu as une odeur. Parce que tu as une atmosphère. Il apporte sa culture aussi qu'il a autour de ça. C'est ça. Et donc, du coup, ce que disait le conférencier, il disait en fait, son modèle économique, ça doit être de transformer son lieu en café. Ou en café conseil, ou de faire des conférences et d'animer par rapport à ça. Et c'est ce qui se passe. Au final, la même chose sur des boutiques comme Adidas, c'est de se dire, c'est pas juste de présenter des produits dans des cases et de dire achetez-les, c'est de dire ok, comment je peux vous accompagner à mieux courir, comment je peux vous faire rencontrer d'autres personnes et vous accompagner dans votre évolution. Et ça doit être une tendance. Et je pense que on s'oriente doucement vers ça. Il y a beaucoup plus de contenu avec des vidéos qui peuvent te renseigner pour te faire du coaching ou autre. Mais tu as besoin quand même des points de contact, des points de vente. Et puis avoir des ambassadeurs qui peuvent se dire moi, telle chaussure, elle me correspond bien parce que mon style de course, c'est ça. Et ça va être adapté à toi pour telle ou telle chose. Tu partages ? Tout à fait. Et je pense il faut prendre un peu de recul et se dire en fait l'approche elle est holistique et quand on va en magasin maintenant on essaye d'avoir des coachs de mindset, des coachs de visualisation de course. Et en fait quelqu'un qui va venir nous voir en nous disant j'ai besoin d'une paire de chaussures, celle-là je la mienne elle est jolie, va dire non en fait qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu as été blessé récemment? Qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine? Tu veux faire un marathon? Pourquoi tu cours? Voilà, pourquoi tu cours? Pourquoi tu cours? Tu cours vite, tu cours pas vite, 2 fois par semaine, etc. Et en fait, on va reposer la personne sur ses objectifs, sur ce qu'elle a envie de faire, d'où elle vient et où elle veut aller. Elle va lui dire, non, en fait, toi, il faut pas que tu aies la chaussure qui est jolie là, il faut que tu aies la chaussure qui correspond à tes objectifs et à ta foulée. Et on va lui dire, là, tu as peut-être un problème aussi de nutrition, de mindset, il n'y a pas les bons éléments qui sont en place et on va te travailler sur une optique 360 parce que c'est ça qui est important. Si tu cours juste vite mais que tu t'alimentes mal, que tu as les mauvais objectifs en tête, que tu ne fais pas d'entraînement croisé, que il y a tout qui est à côté de la plaque. Je voulais venir d'ailleurs, tu as évoqué l'alimentation. Oui. Ça évolue un peu justement avec le running. Enfin, je veux dire, est-ce que les marques essayent d'amener aussi ce côté alimentation? Parce qu'on sait très bien que l'alimentation, c'est pour ceux qui font de la muscu, c'est 90% des résultats, hein, c'est pas que quand on pousse. Mais je voulais y venir justement par rapport à ça au running, par rapport au coaching. Évidemment, il faut aussi des gars qui s'y connaissent bien en alimentation et qui peuvent en parler. Est-ce que même les marques se penchent là-dessus pour faire leurs produits alimentaires peut-être? Je sais pas, tout à fait. Un peu. Nous, Adidas Runners, en fait, on a cette approche holistique. On est les seuls à le faire, en tout cas parmi les grandes autres marques. Et on a plusieurs piliers, on a 5 piliers. Un des piliers, c'est la nutrition. Et effectivement, c'est essentiel quand on court avec des objectifs qui sont
ambitieux, peu importe le niveau qu'on a, il faut bien s'alimenter, il faut connaître effectivement quel type d'aliments vont être bien avant, pendant et après le sport. Bien sûr. En fonction de ses habitudes alimentaires, est-ce qu'on est végétarien, comment on doit justement équilibrer entre les glucides, les protéines, comment se préparer quand on court toute l'année, à 3 mois du marathon, qu'est-ce qu'on commence à changer, à 1 semaine du marathon, qu'est-ce qu'on commence à changer. Et ce pilier, il est intégré partout, donc dans toutes les villes Adidas Runners, en fait, on a des coachs nutrition. On en a aussi à Paris, on avait un café carrément dans le flagship des Champs-Élysées, fait par Season, un resto assez connu sur Paris, qui faisait des recettes très healthy et vraiment ce qu'on appelle l'active food. Donc c'est la nourriture qui est très gourmande, donc c'est joliment présenté, c'est des aliments qui sont à la mode et qui sont très gustatifs, mais qui sont parfaits pour aller courir 1 heure après pour s'entraîner. Mais effectivement, c'est essentiel et ce principe de démocratiser le savoir, c'est hyper important et pas de se dire il faut juste manger des pâtes et on courra bien. Oui, c'était un discours à l'ancienne, ça, un petit peu. Exactement. Mais on le voit bien, on part finalement, là si on commence un peu à faire un bilan de tout ça, on part quoi? On part du running et au final autour de ça il y a le bien-être, on l'a dit, la recherche peut-être de performance, on a le côté, là on l'a évoqué, alimentaire, on a toute une chose qui se greffe, qui augmente la culture, j'allais dire générale, mais surtout se cultiver par rapport à ça. Donc on voit que finalement, à la base du running, on a plein de choses qui se développent. Et finalement, c'est ça que vous le faites depuis quand même quelques années. Donc c'est là où vous le voyez depuis évoluer en fait. Parce qu'on parlait vraiment de l'évolution et les canaux de distribution. C'est bien ça, Nico? Bien sûr. Je pense que c'est un état d'esprit, comme on le disait au départ. T'as atteint le maximum là ou tu peux encore tu peux encore augmenter. Faut trouver le temps de courir, voilà, et de se fixer des objectifs aussi qui sont cohérents. Je pense que c'est ça qui est ultra important. Et c'est peut-être le biais des réseaux sociaux, c'est de se dire, il y a beaucoup de gens qui font plein de courses. Parfois les gens ils se comparent un petit peu trop, ils veulent un petit peu trop faire. Et du coup, ce qui est important, c'est de savoir où on va, d'être bien conseillé. Moi, sur ma pratique sportive, j'ai eu la chance d'avoir un coach qui me donne quelques conseils, niveau alimentation, niveau type d'entraînement. Mais il y a beaucoup de gens, ils prennent des chaussures parce qu'un tel prenne des chaussures, ils font tel plan d'entraînement parce qu'un tel fait tel plan d'entraînement. Et c'est pire des choses, parce qu'en fait, c'est pas adapté par rapport à ton rythme, par rapport à ton poids, ton physique, par rapport à ton rythme de travail. Parce que si ton travail il est ultra stressant, tu peux pas t'aligner sur des objectifs similaires. Donc ouais, c'est de prendre du recul et en fait le running te permet une meilleure compréhension de ton corps, ton état d'esprit et du coup t'ouvres sur plein de briques comme on l'a dit, du renforcement musculaire, du healthy, mais aussi de nouveaux groupes sociaux parce que tu rencontres énormément de gens en faisant des courses ou en partageant tes runs sur les réseaux sociaux. Je voulais évoquer juste un petit bémol, parce qu'il y en a forcément un petit peu. On le parlait tout à l'heure, c'est vrai que ça coûte un peu d'argent tout ça. Donc là, on a évoqué effectivement pour acheter des accessoires. Mais au-delà de ça, je voulais parler des frais d'inscription par exemple qui grimpent en flèche concernant les compétitions. Le prix du dossard est en hausse. Je voulais parler du marathon de Paris qui a eu lieu. Ça pouvait atteindre jusqu'à 90 €, voire même 120 € l'inscription suivant la date, justement si tu étais vraiment à la dernière minute pour le coup. Bon, vous en pensez quoi ça? Est-ce que ça vous embête justement un peu que ça commence à grimper et que ça devient moins accessible peut-être? Alors, pourtant les chiffres augmentent, je suis d'accord, mais est-ce que c'est un bémol ça? Il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Effectivement, en France, on est à cette année, c'est 125 € le marathon. Oui, Paris. j'avais 90 €. non, mais ça commence à 90 et après ça finit. Maintenant, on est à 125. C'est un budget quand même. C'est un budget, mais quand on compare aux autres courses qui sont aux États-Unis, à Londres, oui, comment Berlin, on est placé par rapport à ça? On est très bas. En fait, on est au bas de la pyramide quand on va à New York, au Japon, dans des pays comme ça, on est plutôt dans les 500 $ et surtout, c'est très difficile de s'inscrire. C'est-à-dire que même si ça coûte un certain prix, si on n'est pas tiré au sort, si on n'habite pas la ville, si on n'a pas fait un certain temps avant la course, on ne peut pas s'inscrire. Ah oui, il y a une certaine, donc, il y a déjà une barrière à l'entrée élite qui peut le faire, pas toi. Exactement. Pas et en France, on est du coup c'est assez open et ouvert à tout le monde, je trouve. Et il faut voir ce que se cachent ces frais. En fait, de la majorité, c'est de la sécurité de l'organisation. Oui, c'est bien de savoir. Vraiment, ça coûte extrêmement cher de sécuriser 42 km sur toute la ville en termes de matériel, en termes de personnel de sécurité, en termes de ravitaillement. Donc il faut voir ce qu'il y a derrière et je pense que tous les organisateurs de courses essayent de rendre l'expérience la plus
Qu'elle te marque le plus possible, Voilà, quand même, exactement. dans le bon sens du terme. Exactement. Donc, il faut mettre les moyens. Et voilà, il faut mettre les moyens et c'est quelque chose que tu vas pas pouvoir quantifier après. Quand tu cours ton premier marathon, tu vas t'en souvenir toute ta vie. Et en fait, que ça coûte 100 ou 200 euros, ça va pas changer grand-chose. Tu t'en souviendras 50 ans après. Oui, les organisateurs veulent te faire vivre une grosse expérience. Je pense qu'il faut comprendre les deux perspectives. Donc, c'est logique de participant qui dit oui, c'est de plus en plus cher et voilà, c'est pas forcément une expérience positive de payer plus cher pour la même course que tu aurais pu faire il y a 5 ans. Après, les organisateurs, tu l'as dit, l'évolution du nombre de coureurs est impressionnante. Donc, c'est-à-dire s'ils gardent le même prix, ils vont avoir de plus en plus de monde. Donc, c'est aussi une manière de niveler, je pense, le nombre de participants. Et aujourd'hui aussi, c'est que ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas que le running en grande ville. Il y a aussi dans des villages, dans des plus petites villes, où là, tu as des courses qui sont ultra accessibles, où à 5 euros, à 10 euros, tu peux faire un petit trail, une course de village, et du coup, tu as vraiment de la possibilité. Et donc, la course à pied, elle est vraiment partout et accessible à tous les acteurs. Vous avez un petit record personnel sur le marathon, les gars ? On a tous des records. On a tous des records. Moi, je veux savoir. Je veux savoir qui a le meilleur record sur le plateau. Nico, combien ? Je pense que c'est Alex. Moi, je suis. 3h09. Ouais, voilà, moi, je suis loin de ça. Moi, je suis à 3h26. Donc, j'ai encore du travail. Écoutez, je suis pas loin des 2 heures. Voilà, je vous le dis. J'ai failli battre. Je sais plus comment il s'appelle, celui qui vient de descendre sous la barre. Kipchoge. Voilà, Kipchoge. Il a pas été homologué. T'as pris le métro, c'est ça ? Oui, mais moi, j'étais en trottinette électrique, moi, les gars, forcément. Et d'ailleurs, il a pas été homologué, son record. Non, c'était une expérience. Oui, parce qu'il avait tellement de lièvres. Donc il est passé, pour ceux qui n'ont pas suivi le marathon, il est passé sous la barre mythique des 2 heures. Tout à fait. Mais c'était une expérience entourée. Privé, pas dans une course officielle. Oui, il avait des lièvres de partout qui l'emmenaient jusqu'au bout, mais c'est fou. Hein. Ouais. Donc 3 heures, environ 3 heures, un peu plus de 3 heures pour toi. Exactement. Et toi, Nico, tu disais ? 3h26. Ouais, bon, t'es arrivé une demi-heure après, Alex. Qu'est-ce que tu veux ? Il y a le temps de prendre un petit café derrière, tranquille. Qu'est-ce qu'on prend d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'on mange ou qu'est-ce qu'on boit juste après un gros effort comme ça ? Qu'est-ce que Juste tu conseilles ? après, De l'eau évidemment, mais je veux de dire. l'eau, des minéraux. Et après, on n'a pas besoin de manger énormément juste après. Si on s'est bien alimenté la semaine d'avant et le matin même, il n'y a pas besoin de manger énormément juste après. Mais du sucre, des minéraux et de l'eau. Parfait. C'est ce qu'il dit, mais si tu le suis sur Instagram, c'est une bière. Ça hydrate. Donne pas tous les off non plus. Mais combien le corps d'ailleurs, la petite question comme ça vraiment naïve peut-être pour moi parce que j'ai jamais fait de marathon même si je pratique pas mal de sport. Combien de temps le corps vous sentez qu'il se remet, qui doit encaisser ça un marathon? Alors vous le faites pas évidemment pour la compète pure et dure. Je veux dire, vous entraînez pas toute l'année pour prendre. Enfin si vous entraînez mais pas pour faire 2 heures évidemment. Mais combien de temps vous sentez que ça pèse un peu sur le corps quand même? Ça dépend, je pense, des athlètes, si c'est la première fois ou si on en fait tous les ans. Je pense que les symptômes... la première fois, tu penses que... Les symptômes, on les sent effectivement pendant 3-4 jours, mais après, je pense que de ce que le corps médical dit, c'est que les muscles profondément mettent quand même 2 ou 3 semaines pour s'en remettre. Même si on le sent plus, on n'a plus de courbatures. Il y a quand même un petit temps et c'est pour ça qu'il faut faire une petite pause, ne pas en prendre tout de suite, parce que le corps a quand même besoin de récupérer. Oui, il faut le laisser un peu, pour le coup. Ouais. Bon, avant que tu nous parles de ta petite exclue Adidas, on va faire un peu cette conclusion de tout ça. Évidemment, savoir pour vous l'idée que va avoir l'avenir justement du e-commerce, du running dans le e-commerce. Voilà, qu'est-ce que vous voyez? Vous pensez que ça va encore évoluer, qu'on aura de plus en plus... Alors je pense que vous le souhaitez déjà d'une part, mais au-delà du cœur, pour vous la tête, voilà la raison, qu'est-ce que ça vous dit? Moi je pense que Adidas est précurseur sur pas mal de choses, donc on voit qu'en fait les consommateurs sont beaucoup plus acteurs au niveau des entreprises et des marques, donc ça c'est quelque chose qui va continuer. Les marques vont se dire on va faire beaucoup plus de choses et elles vont se rapprocher, donc ça veut dire qu'en tant que consommateur ils vont avoir plus d'écoute, plus d'expérience tout simplement. Et c'est ce qu'on recherche aussi en tant que coureur, c'est d'avoir des courses de plus en plus fun, d'avoir des voyages, des projets, et puis aussi avoir le running qui n'est pas seulement juste comme une pratique qui est personnelle, mais aussi qui a un impact sociétal. Donc on parlait tout à l'heure de courir, de ramasser des déchets, ce type de choses qui est ultra intéressant, ou de courir et de distribuer à manger pour des sans-abri ou des vêtements ou autres. Voilà, c'est aussi de pousser le running à avoir une vision beaucoup plus sociétale sur les prochaines années. Et toi, Alex? Pour recentrer du coup sur la partie e-commerce, je pense que l'avenir ce sera surtout sur les données et sur la personnalisation. Parce que si on reparle de tes chiffres du début, oui. On parle de 20-30 millions de personnes qui pratiquent le running. Si tu vas sur le site Adidas dans la section running,
Le nombre de chaussures, tu peux scroller à l'infini, et il y a une quantité astronomique de produits, mais parce qu'il y a une demande. Et sur les 30 millions de personnes, chaque personne veut une chaussure différente, avec un coloris différent, avec une semelle qui est différente, parce que ça correspond à leurs objectifs. Et c'est ça que pour l'instant, je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire, savoir comment personnaliser les chaussures de chacun. Quand Alexandre, moi, je me connecte sur l'application Adidas Running, peut-être que bientôt on pourra dire tiens, tu as couru 300 km tous les mois depuis 3 ans, on voit que tu vas à telle vitesse, ça veut dire que tu es plutôt sur cette gamme de produits, on va te pousser ce produit en priorité et que tu n'as pas besoin de passer 3 heures à chercher ta chaussure et on va te conseiller directement. Je pense qu'il y a plein de données comme ça, vu qu'on court avec des montres et avec des outils digitaux, autant les utiliser et je pense que la technologie va nous aider à pousser le meilleur produit à la bonne personne. Aujourd'hui, l'application est connectée au site internet ? Oui, tout à fait. Donc tu peux avoir l'historique en fait des personnes sur leurs pratiques sportives. Tout à fait, on sait dans les deux sens en fait, sur ceux qui achètent, on sait évidemment ce qui court et à l'inverse, ceux qui courent, on sait s'ils achètent ou pas et quel type de produit ils achètent et il y a effectivement un lien très très fort entre ces applications-là. Du coup, cette personnalisation, voilà, ça sera sur. Elle existe déjà, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin et beaucoup de potentiel là-dessus. Et en l'occurrence, c'est pas juste pour le bénéfice d'Adidas, mais c'est aussi pour les personnes. S'ils peuvent avoir justement un conseil qui est fait avec les données et avec ce qui court, on leur dit tiens, toi tu es plus tel type de coureur, tu vas plutôt t'orienter sur cette gamme-là et on va te donner des contenus qui sont appropriés à ta pratique de running. Ben là, on a tout gagné. Ok les gars, bon avant de se quitter, c'est l'heure de la petite anecdote de l'invité, donc on va l'écouter tout de suite. Alex, l'anecdote sur Adidas. Exactement. Il me semble que c'est oui, sur tout Adidas, à fait. vas-y. Non, c'est pour continuer justement ce discours de lier la technologie au runner. Comme on disait tout à l'heure, il faut aussi motiver les gens à courir et un peu ce principe de sweat it to get it. Donc en fait, tu dois transpirer pour obtenir tes rewards et tes cadeaux. Donc maintenant, on a cette plateforme qui s'appelle Creators Club, en fait, où tu t'inscris et quand tu participes à Adidas Runners, tu fais partie du Creators Club. Et chaque course que tu fais avec Adidas Runners te ramène des points. Donc la première partie très terre à terre, c'est que tu vas avoir des réductions. Donc en fait, si tu vas courir 50 runs dans l'année, tu vas avoir 20% de réduction sur nos produits. Et après, il y a aussi une partie un peu plus inspirationnelle. Par exemple, si tu fais partie d'une communauté Adidas Runners, tu as plein de produits chez toi, tu as acheté 20 paires de chaussures les 10 dernières années, tu ne sais pas quoi en faire, tu n'as pas envie de les jeter, tu peux les ramener au magasin Adidas et en fait, on va te créditer des points sur ton compte Adidas Runners pour te racheter des chaussures ou avoir des réductions. Donc, ça permet d'avoir cette approche développement durable, de dire voilà, ne jette pas tes chaussures, n'en fais pas n'importe quoi, c'est de la matière brute, on va pouvoir en faire quelque chose chez nous dans nos usines, rapporte-la nous et il y a un système de barème de points. De fidélisation qui va derrière. Exactement, et on coche toutes les cases, développement durable, c'est bon pour la planète, les gens sont contents, ils se débarrassent de leurs chaussures et ils n'ont pas cette culpabilité de les jeter dans la poubelle. Oui, c'est vrai. Et hop, ils ont un petit discount derrière. Donc là, on coche toutes les cases et après, ils peuvent directement se connecter sur l'appli, utiliser leur bon de réduction sur le site Adidas. C'est top, je vais t'amener mes vieilles chaussures. C'est n'importe quelle marque ou je peux te ramener que des Adidas? Que Adidas pour l'instant, on commence à Londres en ce moment. Mais mes vieilles Asics, t'en veux pas, non? Je peux pas te les ramener. Peut-être que ça viendra, le but après c'est que ce soit aussi bénéfique pour la planète en général. Donc on verra comment ça évolue. Bien entendu. Non mais évidemment c'est normal de fidéliser Adidas, mais ça viendra peut-être à mon avis là-dessus. C'est une bonne question. Bon bah les gars, on a bientôt fini cette émission, on a fait le tour un peu de tout. T'avais un dernier mot Nico, avant de se dire au revoir? Très intéressant, je pense que les gens qui veulent en découvrir plus, qu'ils n'hésitent pas à suivre Adidas, il y a pas mal de contenu qui est intéressant avec la communauté Watch. Je pense que c'est un exemple qui est ultra inspirant pour le e-commerce. C'est gratuit surtout, c'est ça qu'il faut le dire. Comment s'orienter? Mais même sur la logique, c'est-à-dire l'animation, parce qu'on parle beaucoup de community management, de social media manager, voilà. Et parfois les gens ils font juste dans une logique de communication et pas dans une logique d'échange. Et donc les marques qui investissent, qui prennent le temps de créer des liens avec la communauté, en fait le retour sur investissement il est énorme. Derrière c'est pas seulement des influenceurs ou des ambassadeurs, mais c'est presque des VRP pour développer une marque, pour développer une communauté. Et donc c'est ça qu'il faut retenir, je pense, de cette émission. Ce qui était vraiment intéressant avec l'avis d'Alex, c'était de se dire voilà, comment une marque peut se rapprocher des consommateurs, comment ils peuvent apporter davantage et pas forcément juste sur les produits, parce qu'on voit que Adidas en fait ils font plein de pas de côté sur l'aspect healthy, sur l'aspect conseil, sur l'aspect nutrition ou autre, mais au final ça communique leurs valeurs et ça permet de développer la marque sur le long terme. Et très bien, merci Nicolas Chevalier, PDG de e-commerce nation, d'avoir été avec nous et d'avoir partagé cette expérience, et à toi Alexandre Joanne. Donc si on veut te suivre,
Instagram notamment. Le compte Adidas Runner. Et le compte Adidas On Runner, a si tout vous le voulez compte vous dessus. inscrire et si vous avez des questions, alors on a répondu j'espère à beaucoup de vos questions, mais voilà, si vous en voulez plus, vous contactez notamment Alexandre et Tout à pourquoi fait. pas Nico, tu peux répondre aussi sur les réseaux sociaux. Merci les gars d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, on se retrouve avec un nouveau e-commerçant pour évoquer un autre thème. Si vous voulez partager et commenter, évidemment, c'est avec plaisir et de nous donner votre avis sur cette émission. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde.